Salut à tous, alors j'avais envie de vous parler des risques pour les marchés financiers en 2025. C'est pas uniquement juste pour faire une vidéo, on arrive au début de 2025, là, je vais faire une vidéo sur les prévisions, une sur les risques, etc. C'est qu'on n'est pas forcément dans une année plus risquée que les autres, mais il y a quand même un point qui, pour moi, nécessite d'être particulièrement prudent, c'est l'optimisme des investisseurs. On est sur des niveaux qui sont complètement fous. Vous avez sous les yeux un graphique qui montre en gros l'optimisme des investisseurs particuliers sur la bourse américaine. On a demandé aux gens à quel point ils pensaient que la bourse américaine allait monter, et on est sur des niveaux qui sont quasiment jamais vus. Des niveaux au plus haut depuis plus de 40 ans, depuis les années 80. C'est-à-dire que même pendant la bulle de 99-2000, on n'a pas atteint ce niveau-là. Même pendant toutes les années 2000, avant 2008, on n'a pas atteint ce niveau-là. Pré-Covid, pareil, post-Covid, pareil. On est sur des niveaux qui sont historiquement élevés. Donc, les gens pensent que la bourse peut plus baisser. C'est aussi relativement vrai chez les professionnels. Ils sont extrêmement bullish, extrêmement haussiers. C'est lié aussi au fait qu'il y a l'intelligence artificielle qui permet d'avoir tout un nouveau storytelling. Bon, on sait que c'est jamais bon signe d'avoir comme ça un tel consensus sur le fait que la bourse peut être haussière. Ce qui veut dire que voilà, on a toujours ce risque d'avoir une petite épingle qui vient faire péter le ballon, qui vient faire dégonfler tout ça, d'autant plus que les valorisations sont relativement élevées. Donc j'ai voulu lister comme ça les problèmes qui pourraient surgir en 2025 et faire un peu mal au marché financier. Pour faire cette approche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une matrice des risques. Donc on a les probabilités d'un côté, l'impact sur les marchés de l'autre, et je vais essayer de placer les différents risques que j'ai identifiés en fonction de où ils se retrouvent sur la heatmap. Est-ce que l'impact peut être faible, modéré, grave, et la probabilité pareil. Parce que certaines fois on a tendance à se focaliser sur quelque chose d'extrêmement grave mais qui a très peu de chances d'arriver, ou au contraire quelque chose qui a énormément de chances d'arriver mais qui est très peu grave. Donc cette matrice, elle nous permet tout de suite de voir où on se situe. Je démarre par quelque chose qui a une probabilité élevée d'arriver, tout le monde le sait, on en a beaucoup parlé, c'est l'arrivée des nouveaux droits de douane, donc les tarifs comme disent les Américains, par Donald Trump dès son arrivée au pouvoir. Donc j'ai mis une probabilité de 70-81%. Pourquoi pas 100%? Parce qu'on sait que Trump, c'est un habitué des bras de fer, un habitué des négos. Donc, il peut utiliser ça uniquement pour être en position de force. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément le faire ou pas dans la mesure qu'il a décidé. Enfin, peut-être qu'il va être un peu plus mesuré dans ce qu'il va mettre en place. En termes de gravité, oui, c'est grave. J'ai mis une gravité d'à peu près 7 ou 8 sur 10, plutôt 8 sur 10. Ça a des impacts qui sont extrêmement négatifs. Pas que pour la Chine, mais aussi pour les Américains. C'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé différentes études, je vous en ai mis juste 2, là c'est une étude japonaise, et on voit que ça fait globalement perdre du PIB au monde entier. Alors bien sûr, il y a des pays et des secteurs qui sont plus touchés. Les secteurs, c'est bien sûr tout ce qui est industriel, manufacturier, etc. Les pays, ça va être le Mexique en premier, le Canada ensuite, forcément, c'est eux qui font le plus de commerce avec les États-Unis. Mais proche du Canada, on a les États-Unis. Vous êtes, comme moi, beaucoup être investi aux États-Unis. Les droits de douane américains peuvent vraiment faire mal à beaucoup d'entreprises américaines. Trump le sait, ou en tout cas ses conseillers lui disent beaucoup. C'est pour ça que la probabilité qu'il les mette en place, ces droits de douane, n'est pas de 100%. On a la Chine aussi, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on voit que la Chine est moins impactée que les États-Unis. Il y aura potentiellement d'autres gagnants. Il peut y avoir le Japon, il peut y avoir des pays d'Asie du Sud-Est qui verraient un certain report des importations. Si la Chine est plus touchée que les autres, il y a certains pays d'Asie qui peuvent devenir des nouveaux producteurs ou remporter des contrats par rapport aux Chinois. Mais on voit que c'est globalement mauvais. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer avec ce premier graphique. Alors, autre étude d'UBS cette fois-ci qui montre que le PIB américain serait quand même pas mal impacté négativement par ces droits de douane. Ça irait, estimation basse, avec une petite perte, de 0,1-0,2% de PIB, jusqu'à 1,5, 1,6, 1,7% dans les estimations les plus négatives, donc % de perte du côté du PIB, ce qui serait extrêmement dommageable pour les États-Unis. Et du côté de l'inflation, on serait sur une hausse des prix qui serait entre 0,2, 0,3 et puis plus de 1%, ce qui est vraiment énorme. Et ça, c'est un peu une réaction en chaîne, et notamment dans les problèmes les potentiels risques que j'ai mentionnés jusqu'ici, on va avoir une potentielle cascade qui ferait qui pourrait partir par les tarifs douaniers, par les droits de douane, mais qui peuvent arriver ailleurs, passer par l'inflation et puis après se répandre un peu dans l'économie. Donc on voit aussi pourquoi ce serait mauvais pour les Américains. C'est évidemment que s'ils importent des produits chinois ou européens ou autres qui leur coûtent plus cher, ça va avoir un impact sur la consommation, sur l'inflation
l'inflation, etc. Risque suivant, l'augmentation des déficits. Alors ici, nous, Français, on pense au déficit français qui n'arrête pas de se creuser et tous les problèmes que ça amène. Ici, sur les marchés financiers, on pense principalement au déficit américain. Pourquoi ? Tout simplement parce que Trump, dans les annonces qu'il a déjà faites, c'est-à-dire quand il va étendre toutes les économies d'impôts, tout ce qu'il a prévu, ça va avoir un coût énorme du côté des Américains. Il y a quelques rentrées d'argent supplémentaires, notamment du fait de la hausse des droits de douane, mais ça suffit pas du tout à combler le trou. Ce déficit peut à un moment commencer à inquiéter les marchés, à poser des problèmes politiques, à poser des problèmes de taux d'intérêt, de financement des États-Unis, poser des problèmes sur le dollar, etc. Donc ça pourrait être un point d'entrée aussi à une baisse potentielle des marchés, notamment des marchés américains. Donc cette augmentation des déficits, elle était relativement probable, mais avec un impact modéré. Le point qui est plus grave que les deux qu'on a vus, c'est le retour de l'inflation aux États-Unis. Plus grave, gravité, on est cette fois-ci à peu près à 9 sur 10. Moins probable, on est sur une probabilité d'à peu près 40%. Pourquoi moins probable ? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout prévu par les économistes. L'augmentation des déficits, c'est bien prévu, bien pricé par les marchés. Les tarifs douaniers, c'est aussi pris en compte, bien connu. Le retour de l'inflation, beaucoup moins, mais on voit quand même apparaître le narratif de plus en plus souvent. Si je prends l'inflation actuelle américaine, on a ici en bleu le CPI classique, donc qui comprend tous les produits, et le rouge le core CPI, c'est-à-dire celui qui ne prend pas en compte l'énergie et la nourriture. Le but, c'est d'enlever tout ce qui est volatile, c'est-à-dire tout ce qui est matière première. On voit d'ailleurs que l'inflation en rouge, le core CPI, est beaucoup plus stable que le bleu qui comprend les prix du pétrole, en gros des matières premières. On est redescendu post-Covid, post-guerre en Ukraine, à des niveaux qui sont plutôt classique autour de 3%, avec un core CPI à 3,3, une inflation classique à 2,7. Voilà. Aujourd'hui, le monde, les investisseurs, les économistes pensent qu'on va plutôt rester sur ces niveaux-là. Et si je regarde maintenant du côté des prévisions, on voit que les prévisions continuent de baisser. Prévision de l'inflation à 5 ans continue de baisser là gentiment. Donc les marchés n'intègrent pas du tout, et c'est ça qui fait les risques les plus dangereux, le marché n'intègre pas du tout une remontée de l'inflation. Je ne pense pas que ce soit d'ailleurs extrêmement probable. J'ai mis une probabilité d'autour de 40%. On est peut-être autour de 30%, mais c'est quelque chose qui est possible. Comme je vous disais que tout est en cascade, donc les droits de douane peuvent amener de l'inflation. L'inflation peut amener la Fed à augmenter ses taux. C'est à nouveau pas du tout pricé par le marché. Ce n'est pas le scénario actuel des marchés financiers. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis une probabilité, moi, autour de 25%. Mais grave, comme l'inflation, c'est quelque chose qui peut être grave. Une petite inflation, pour les actions, ce ne serait pas si grave. Ça va surtout toucher les obligations. Mais si ça commence à toucher les taux de la Fed, on sait que les marchés financiers actions sont très sensibles à toute action de la Fed, en tout cas à court terme. Donc, ça peut faire bouger un petit peu les marchés. Quand je vous dis que ce n'est pas pricé par le marché, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que les marchés, ici en rouge, à 4%, anticipent que la Fed va baisser les taux moins vite que prévu et moins fort que prévu. Enfin, surtout moins fort. Donc, on voit que le marché doute un petit peu de la trajectoire des taux de la Fed, mais malgré tout, vous voyez qu'on est toujours sur une baisse en 2025. Ici, c'est pour ça que j'ai assigné une probabilité de seulement 25%. La probabilité que la Fed remonte ses taux, c'est vraiment quelque chose qui est contrariant et qui n'est pas du tout pricé par le marché. Évidemment, comme l'inflation pourrait amener à augmenter les taux, ça peut aussi se mettre à toucher les taux longs. Parce que je vous rappelle que dans la courbe des taux d'intérêt, ça commence avec des taux très court terme, on va dire à moins d'un an, jusqu'à des taux de 10 ans, 20 ans, 30 ans. La Fed et les banques centrales ont un impact sur les taux courts et les taux longs sont gérés par les marchés eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai affecté une probabilité plus élevée que le taux 10 ans arrive au niveau de 5%, déjà parce que les 5% on y est pas très loin, et puis il se peut que la Fed n'augmente pas ses taux, que l'augmentation augmente un petit peu, mais que les taux longs remontent, ça évidemment, pour les obligations, ce serait pas bon, ce serait pas bon non plus pour les actions, mais voilà, un petit peu d'inflation pour les actions, ça fait rarement de mal à long terme, ça fait toujours du mal à court terme, mais à long terme, c'est pas si grave. Quand je disais qu'on n'est pas très loin des 5%, on est aujourd'hui à 4,36, enfin en tout cas on n'est pas très loin, je n'ai pas regardé récemment, mais bon on est dans des niveaux autour de ça, donc les 5% ne sont pas très loin, c'est quelque chose qui serait atteignable, et vous voyez que si on remonte autour des 5%, on arrive sur des niveaux qui sont, on est quasiment à des niveaux de 2003, avant ça c'était plus haut, mais bon, des niveaux qu'on n'a pas revus depuis longtemps, donc ça ferait un petit peu drôle au marché financier. Maintenant, qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? Ah oui, les récessions.
Je dis les récessions parce que j'en ai mis plusieurs. Le premier que j'ai mis, c'est récession en Allemagne. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui a le plus de probabilité de se passer. J'ai affecté une probabilité assez élevée, 60-70%. Un impact modéré. Pourquoi modéré sur l'Allemagne ? Parce que oui, l'Allemagne c'est important en Europe, mais l'Allemagne c'est pas un marché de consommateurs, c'est un pays qui vieillit, c'est un pays de retraités, d'épargnants, donc d'exportateurs en plus. Donc s'il y a une récession en Allemagne, ça va pas impacter le monde entier. Donc l'impact resterait modéré. Ce qui peut faire beaucoup plus mal, c'est une récession en Chine. Et cette fois-ci, j'ai mis une gravité à 8 ou 9 sur 10. On voit qu'on est une probabilité beaucoup plus basse, à 25%, 20-25% d'avoir une récession en Chine. Beaucoup plus grave, mais beaucoup moins probable, on serait sur une récession aux US. La gravité serait extrême, on serait une récession aux US, ça touche le monde entier, ça va toucher tous vos portefeuilles boursiers, le mien évidemment, mais on est sur une probabilité d'entre 0 et 10%. C'est pas du tout pricé par le marché. Et d'ailleurs, quand on regarde les taux de croissance, on voit que la Chine ici en violet a environ 4%, un taux de croissance qui est supérieur aux autres, mais la Chine déjà un taux de croissance qui est beaucoup plus volatile, et puis on sait qu'ils ont tendance potentiellement à mentir un peu sur les chiffres pour les lycées, donc elle a une probabilité autour de 25%. Ensuite, les États-Unis, beaucoup plus stable, avec une croissance autour de 2%, un peu plus de 2% à l'heure actuelle. La probabilité que ça passe en dessous pendant plusieurs trimestres, elle est relativement faible, comme je vous le disais, proche de 0. Mais en Europe, et notamment en Allemagne, on est vraiment sur des niveaux qui flirtent avec le 0. Donc c'est totalement quelque chose qui pourrait arriver. Donc là, c'est les taux de croissance actuels et passés. Si on regarde les prévisions, on voit que les prévisions au niveau de la Chine restent optimistes à plus de 4%. On voit qu'au niveau des États-Unis, on est à un peu plus de 2% de croissance prévue. Et puis la zone euro, voilà, à peu près un petit peu plus de 1%. Maintenant, on passe à quelque chose d'un peu différent, qui est plutôt de la géopolitique, qui serait des tensions entre la Chine et Taïwan. C'est quelque chose qui ressort chaque année comme risque. Chaque année, on dit potentielle tension entre Chine et Taïwan. Chaque fois, ça n'arrive pas. Donc la probabilité cette année, comme les années précédentes, est relativement faible. On est peut-être dans des 20% de chance. Peut-être que l'arrivée de Trump et le fait que Trump ait tendance à dire à l'Ukraine ou à d'autres pays, nous on va beaucoup moins s'occuper de l'international, nous on va s'occuper de notre pays en premier, America First, etc. Ça pourrait faire dire à la Chine que c'est le moment de mettre un peu la pression sur Taïwan. Ce qui est assez drôle, c'est que quand on regarde, je suis tombé sur cette étude, quand on regarde comment s'identifient les Taïwanais, on voit que depuis une trentaine d'années, la plupart avant s'identifiaient comme étant à la fois taïwanais et chinois, et même une bonne partie, un bon quart qui s'identifiait chinois, et avec le temps, de plus en plus s'identifient comme étant taïwanais à 100%, à plus de 60% aujourd'hui, je veux dire s'identifient vraiment comme taïwanais. Il y en a une partie qui s'identifie à la fois taïwanais et chinois, donc on va dire 2 tiers qui s'identifient taïwanais, un petit tiers les deux, et puis il n'y en a quasiment aucun qui s'identifie comme seulement chinois, donc voilà, c'est pas non plus d'un point de vue culturel, la bataille a été gagnée par Taïwan. Après, d'un point de vue militaire, je suis tombé sur cet autre graphique qui montre les forces en présence. Évidemment, sans les États-Unis derrière, on pourrait avoir, comme Poutine fait en Ukraine, on pourrait avoir une nouvelle ingérence de la Chine. Faible probabilité, je vous le dis, mais on sait l'importance qu'a Taïwan, notamment du côté des semi-conducteurs, de TSMC, etc. Donc, ça serait vraiment un choc très important pour les marchés boursiers qui passerait par TSMC, etc., par tous les fabricants de semi-conducteurs, Nvidia, blablabla, et ça toucherait donc tous les marchés financiers. Et justement, puisque je parle de Nvidia, un autre risque que j'ai mis, avec une probabilité relativement élevée, c'est-à-dire autour de 60%, 60-70%, c'est que les résultats d'Nvidia soient décevants et déçoivent les marchés. On va faire un petit tour sur Zone Bourse. D'ailleurs, j'en profite, vu que là je suis sur Zone Bourse, je remercie toujours mes partenaires qui sont les outils que j'utilise au quotidien, c'est-à-dire Zone Bourse que j'utilise tout le temps. Je pense que vous le savez, mais voilà, c'est vraiment un outil de dingue. Et puis, mon courtier Saxo Bank, qui, je continue à le penser, est vraiment l'un des courtiers les moins chers et les plus user-friendly, comme on dit, avec la meilleure interface, qui offre le plus de places de marché disponibles. Donc, je suis très content de ces deux outils-là. Donc, voilà, si vous voulez les utiliser, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui sont en dessous de cette vidéo. Bon, bref, c'est la petite page pub, puisque j'étais sur Zone Bourse. Donc ici, pourquoi Nvidia pourrait décevoir ? Vous voyez ici,
Nvidia a surpris à la hausse à chaque résultat. À chaque cran ici qu'on voit, quand les analystes ont revu à la hausse les estimations de chiffre d'affaires ou ici de bénéfices par action, c'est à chaque fois lors des résultats. C'est-à-dire qu'ils estimaient un certain bénéfice par action pour 2025, 2026, 2027 et à chaque fois les résultats actuels étaient mieux que prévu, donc ils revoyaient à la hausse leurs estimations et voilà, c'est assez incroyable, hein. C'est une régularité complètement dingue. Ça c'est vrai pour tous les chiffres, même chose pour les dividendes, même chose pour tout. Ben là pour le moment tout va bien. Nvidia est extrêmement bien valorisé, c'est-à-dire avec un PER 2025 de 48 qui est mérité, hein, vu la croissance des chiffres. Mais il y a une probabilité non négligeable que Nvidia déçoive, que les Microsoft, Meta, Alphabet, etc. dépensent beaucoup moins auprès d'Nvidia. Et ça aura un impact sur Nvidia. Ok, Nvidia se prendra une petite gamelle, c'est certain, mais pas que, parce que Nvidia, c'est le symbole de toute la hype autour de l'intelligence artificielle. Et si Nvidia fait moins d'argent, le carnet de commandes moins plein, ça passerait surtout par là, parce que le carnet de commandes est très plein, mais ça passerait par un petit warning qui dirait, bah là, en ce moment, les carnets de commandes sont moins pleins que prévu, etc. Si on avait ce genre de discours, c'est tout le narratif autour de l'intelligence artificielle qui commencerait à s'effriter. Donc, c'est pas seulement sur Nvidia, mais c'est le fait que peut-être que Microsoft, Alphabet, Meta, Apple, etc., qu'ils aient des petits doutes sur la rentabilité réelle de l'intelligence artificielle, ce qui jouerait sur les semis, etc. On pourrait avoir une cascade, mais on n'en est pas encore là. C'est-à-dire que le fait qu'Nvidia déçoive, on est sur une probabilité qui est relativement importante. Moi, je dirais bien plus d'une chance sur deux en 2025, mais c'est pas garanti, hein, mais je dirais plus d'une chance sur deux. Après, à quel point ça ferait une cascade sur le reste des marchés financiers, c'est là où il y a un petit doute. Et enfin, c'est un peu l'éléphant dans la chambre, c'est ça que disent les anglo-saxons. The elephant in the room, c'est le dégonflement des valorisations. On le sait, aujourd'hui, les valorisations sur les marchés sont relativement élevées, voire même très élevées. Je dis relativement au niveau mondial. Au niveau mondial, ici, on est sur un PER de quasi 20 pour une moyenne de 16, mais vous le savez, aux États-Unis, on est sur des niveaux plus élevés. Et finalement, ça pour moi, c'est un peu le risque ultime. C'est-à-dire que je vous parlais de réactions en chaîne. Pour moi, il y a plusieurs. Ça peut passer par l'inflation, ça peut passer par les tarifs douaniers, ça peut passer par Nvidia, ça peut passer par les déficits, ça peut passer par une récession. Mais à la fin, le monstre final, si vous voulez, le monstre du dernier niveau, c'est ça. C'est que pour moi, tout ce qu'on a décrit auparavant, c'est les petites pointes, les petites étincelles qui peuvent amener au dégonflement des valorisations. Et ce qui est un peu chaud avec ça, c'est que même si les résultats restaient les mêmes, même si les entreprises continuent à faire de très bons résultats, donc on ne parle pas ici de récession, etc., on parle dans un environnement qui est très bon, un retour des valorisations d'un PER de 20 à un PER de 16 ferait une baisse d'une vingtaine de % sur les marchés, donc on pourrait avoir à résultat équivalent une baisse de 20% sur les marchés. Si vous rajoutez une petite baisse des résultats des entreprises, parce qu'a priori, si Nvidia déçoit, s'il y a une récession en Chine, etc., ça peut aussi avoir un petit effritement des résultats des entreprises, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Alors, on peut passer de moins 20 à un moins 30 ou à un moins 40. Je ne le souhaite surtout pas. Je ne dis pas du tout que la probabilité est élevée, mais voilà, on peut avoir soit un dégonflement des valorisations, soit dégonflement des valorisations plus baisse des résultats, et là on a un peu le double effet en effet qui s'enchaîne en fait. Donc voilà, si on regarde maintenant la matrice avec un peu de recul, on cherche bien sûr le plus grave et le plus probable, et on voit que on serait tarif douanier, dégonflement des valorisations, les taux US qui remontent, retour de l'inflation, toute cette zone un peu rouge là, c'est la zone à surveiller. Pour moi, il y aura évidemment, je dis évidemment, mais c'est pas sûr, il n'y aura pas de dégonflement des valorisations s'il n'y a pas cette petite aiguille dont je parle qui va faire péter le ballon. Donc ça, c'est plus une conséquence, le dégonflement des valorisations. Il y a plein de risques dont je n'ai pas discuté aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas forcément envie de parler, ou même je ne vois pas de risques monstrueux pour les marchés boursiers. Attention, hein, au Moyen-Orient, bien sûr, je pourrais toujours mettre des risques de cyberattaque, de choses comme ça, de panne géante mondiale dans l'informatique, quelle qu'elle soit. Mais le truc, c'est que je suis incapable d'affecter une probabilité à ça, ni même une gravité, parce que ça peut être tout ou rien. Ça peut être une probabilité très élevée, mais dans ce cas-là, ce serait un risque faible, ou alors quelque chose de gravissime, vraiment, avec, je ne sais pas, tous les clouds de la Terre, ou un cloud énorme comme celui de Microsoft ou d'Amazon, peu importe, qui bug, vraiment d'un truc très très grave, ou le réseau Visa, ou peu importe, mais là, la probabilité est très faible. Enfin bon, bref, je ne saurais pas trop où le mettre sur ce graphique. Maintenant,
il y a 2 risques dont je parle de temps en temps, et je devrais en parler plus souvent, parce que pour moi, ce sont les risques avec la probabilité la plus élevée et la gravité la plus élevée. C'est tout simplement la partie réchauffement climatique, transition énergétique, etc., qui va coûter extrêmement cher. C'est difficile à juger, et surtout, c'est pour dans longtemps. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui disent oui, c'est urgent, c'est pour dans les 2, 3, 4 prochaines années. Mais ça, c'est vrai pour la réaction, pour le fait de commencer à faire quelque chose pour ralentir ce réchauffement. Mais quand on regarde le rapport du GIEC, on voit bien que les impacts seront à très long terme. Donc ici, je suis vraiment sur des risques 2025. Mais si je devais parler des 2 plus gros risques sans notion de durée cette fois-ci, en termes de probabilité et d'impact, ce serait bien sûr la transition énergétique d'un côté et puis la partie démographie de l'autre. Sur ce graphique, on voit que la démographie va ralentir ou est en train de ralentir, mais je trouve que c'est beaucoup plus parlant quand on regarde en termes de zone géographique. On voit que les États-Unis, grâce à l'immigration, n'ont pas de baisse prévue à court terme, mais ce qui est bien sûr énorme comme risque, c'est la démographie chinoise. C'est complètement fou, le vieillissement de la population chinoise, la baisse de la fertilité, etc. Ça va être extrêmement violent. Vous voyez que déjà en 2030, 2035, 2040, on va avoir une baisse. Donc si je pense vraiment en termes boursiers, économiques, etc., je pense à des baisses de consommateurs, très égoïstement. Donc une baisse énorme du nombre de consommateurs. Et il y a bien sûr la zone euro qui commence maintenant avec énorme vieillissement de la population, donc baisse de la fertilité, etc. Il faudrait que je fasse plus de vidéos là-dessus parce que en termes boursiers, toutes les personnes qui nous parlent qui montrent que le S&P 500, le MSCI Monde qui monte depuis 50, 100 ans, sans regarder ce type de prévision, c'est bien simple. Pour moi, c'est de la folie de se dire, tiens, regardez là, les marchés boursiers, depuis 1950, on fait ça. Et quand on regarde cette courbe-là, comment voulez-vous, avec une démographie pareille, de 1950 à 2024 ou 2025 maintenant, qu'on ait la même performance des bourses futures si on a une pente qui ralentit de cette manière-là. Si on conjugue démographie plus transition énergétique, ça me paraît quand même extrêmement compliqué. C'est pas pour autant que je suis baissier sur la bourse. Attention, je veux pas commencer dans ce sujet, c'est un sujet extrêmement complexe, mais en tout cas en termes économiques, ça va rendre les choses beaucoup plus complexes. Donc, pour être totalement honnête intellectuellement, c'était important pour moi de vous parler transition énergétique et démographie sans en faire tout un plat, mais pour ne pas oublier que même si ce sont les risques les plus long terme, donc il y a quasiment aucun risque en 2025 en termes de démographie et de transition énergétique, autant à long terme, ils font partie des plus probables et des plus graves. Donc si je devais faire la même matrice que celle que j'avais faite, mais pour dans je sais pas, 20 ans, bien sûr, ici, en termes de gravité et de probabilité, enfin surtout de gravité, la plupart de tous ces trucs-là, de ces petits trucs, c'est pas grave que Nvidia déçoive, une récession en Allemagne pendant 3 trimestres ou je ne sais quoi, un dégonflement des valorisations, tout ça, à 20 ans, ça n'a aucun impact. Et c'est pour ça que je parle des risques 2025 aujourd'hui, mais ça n'empêche pas que je suis quasi totalement investi malgré ces risques, parce que moi, je joue un jeu beaucoup plus long. Et c'est pour ça que ces risques-là, ils m'inquiètent pas plus que ça, parce que des tensions Chine-Taïwan, quasiment tout ce qui est marqué là, enfin même tout ce qui est marqué là, ça m'inquiète pas plus que ça. Même la récession US, même s'il y a une récession aux US, moi qui suis investi pour 15, 20 ans ou plus, ça me pose pas spécialement de problème. Les 2 derniers risques que je vous ai cités, donc démographie et transition énergétique, ça, à nouveau, en termes de probabilité et gravité, on serait tout là-haut. D'ailleurs, ça m'intéresse énormément d'avoir votre point de vue là-dessus. Je sais que parfois, il y a quelques climato-sceptiques qui me mettent des trucs dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, lâchez-vous. Il y a aussi des gens qui sont des éternels optimistes. Moi, j'ai tendance à être un peu comme ça. Donc, mettez-moi aussi ce que vous pensez de ces risques très long terme. Mettez-moi ce que vous pensez des risques court terme, mais mettez-moi aussi ce que vous pensez de ces risques long terme. Voilà, ça va être une année, je pense, très intéressante. On va voir est-ce que les valorisations bien gonflées là, qu'on voit en cette fin d'année vont pouvoir se maintenir. Moi, je pense que ça va quand même se dégonfler un petit peu. A priori, ça ne peut pas rester éternellement comme ça. Peut-être que ça peut tenir jusqu'en 2026, mais on aura forcément un moment, un dégonflement des valorisations. Ça me surprendrait agréablement, mais ça me surprendrait que les entreprises arrivent à maintenir des taux de croissance, des taux de marge comme on le voit actuellement. Tant mieux si c'est le cas, mais ce serait vraiment
assez extraordinaire et probablement du quasiment jamais vu dans l'histoire, hein, pour être honnête avec vous, un maintien de ces taux de croissance sur notamment les géants de la tech américains, ce serait beau à voir, on va voir. Voilà, donnez-moi votre avis, merci encore pour tous vos likes, vos abonnements, etc. sur cette chaîne perso qui est relativement récente finalement, qui a peut-être un an et demi, donc c'est toujours sympa de voir des nouveaux arrivants. Merci à tous et puis je vous dis à bientôt bien sûr pour d'autres vidéos. Ciao.